comment c'est un système solaire? Eh bien, c'est très simple. C'est un monsieur système solaire avec une madame système solaire. Ils se font des bisous et... Non, pas devant les enfants. Oh, pardon. Évidemment que les systèmes solaires n'ont besoin ni de maman, ni de papa pour naître. Mais alors, comment ça naît un système solaire? Et puis si ça naît, comment ça meurt? Toutes les réponses à vos questions sont dans cette vidéo. Bienvenue sur Poussière Cosmique. La question de la formation du système solaire, ça fait longtemps que les scientifiques y réfléchissent. Bah oui, parce que on aura beau y mettre toutes les hypothèses possibles, on pourra jamais vraiment les confirmer puisque on n'était pas là et donc on n'a rien vu et on verra jamais la formation de notre système solaire. Bon, évidemment, on peut parfois observer d'autres systèmes solaires à différentes étapes de leur vie, mais comme ce sont des processus qui durent plusieurs millions voire milliards d'années, on n'a pas de vision d'ensemble sur comment ça évolue un système solaire. Et puis rien ne nous dit que notre système solaire s'est formé comme tous les autres systèmes solaires, à part le bon sens évidemment, et encore quoique même ça parfois ça a du mal. Tout ce qui va suivre dans cette vidéo reste donc une grande hypothèse, même si elle est étayée par de nombreuses preuves. La théorie principale de formation du système solaire s'appelle la nébuleuse solaire. Elle a été développée par 3 grands scientifiques, Emmanuel Swedenborg, Emmanuel Kant et Pierre-Simon Laplace. Elle s'articule en 3 parties. Première partie, la phase dite interstellaire. Elle se déroule avant la formation de l'étoile ou son allumage en quelque sorte. Donc déjà, les étoiles, ça peut pas naître n'importe où. Ça naît dans certaines régions de l'univers qu'on appelle des nuages moléculaires. Un nuage moléculaire, c'est juste un énorme nuage composé de gaz, principalement d'hydrogène. À un endroit, ce nuage moléculaire est plus dense, les atomes d'hydrogène qui s'y trouvent sont plus rapprochés les uns des autres. Et cet endroit plus dense va s'effondrer sur lui-même. Cet effondrement va faire que le nuage moléculaire va se mettre à tourner sur lui-même, et ce de plus en plus vite. La chaleur va aussi énormément augmenter. On tourne de plus en plus vite, il fait de plus en plus chaud, et donc, paf! Ça fait des chocs à pic. Ça allume notre étoile. Mais elle ne commence pas tout de suite la fusion de l'hydrogène. La fusion de l'hydrogène, c'est-à-dire prendre 2 atomes d'hydrogène pour faire un atome d'hélium, c'est ce qui va permettre à l'étoile de dégager de la chaleur, de l'énergie et de la lumière. Il va falloir attendre environ 50 millions d'années pour que la pression et la température soient suffisamment élevées pour que la fusion de l'hydrogène puisse commencer. Une fois que notre étoile est allumée et qu'elle fusionne de l'hydrogène, on peut passer à la deuxième phase qui est la phase du disque. Maintenant qu'on a une étoile, il nous faut juste des planètes. Et donc là, comment fait-on des planètes? Eh bien, c'est plus ou moins simple. Lorsque on a créé l'étoile ensemble, je vous ai dit que donc notre nuage moléculaire tournait sur lui-même. Eh bien, cette rotation va être tellement rapide que notre nuage va s'aplatir jusqu'à former un disque. Et ce disque, on l'appelle le disque protoplanétaire. Disque comme dans phase du disque, si vous avez bien suivi. Dans ce disque protoplanétaire, on peut former des planètes via le phénomène d'accrétion. Et oui, parce que dans ce disque, en plus de gaz, il y a également de la poussière cosmique. Pour former une planète, les poussières du disque vont se coller les unes aux autres, s'agglomérer de plus en plus, donc s'accréter, comme on dit, petit à petit grossir et attirer d'autres poussières à elles, puisque leur gravité va augmenter. Donc ces poussières deviennent des cailloux, ces cailloux attirent d'autres cailloux, grossissent, etc., jusqu'à atteindre environ 5 km de diamètre. À ce moment-là, on va les appeler des planétésimaux. On entre alors dans la 3e phase qui est la phase des planétésimaux. Nos planétésimaux continuent de grandir par le phénomène d'accrétion jusqu'à obtenir une taille d'environ une centaine de kilomètres de diamètre. Mais vous vous rendez bien compte que ça, pour l'instant, ça ressemble pas du tout à une jolie planète avec des couches comme on les connaît. Oignon, avoir, couche. Alors comment est-ce qu'on passe de ça à ça? Bien par un phénomène qu'on appelle la différenciation. Je vous explique. À votre avis, quels sont les éléments chimiques principaux qui composent une planète? Bravo! Il s'agit effectivement de fer, de silicium et d'oxygène. Évidemment, il y a également plein d'autres éléments chimiques et même des éléments qui ont disparu au fil du temps. C'est le cas notamment de l'aluminium 26.
L'aluminium 26, donc c'est un type d'aluminium qu'on trouvait dans les planètes au début de leur histoire. Mais cet aluminium, il est radioactif. C'est pour ça qu'on n'en retrouve plus aujourd'hui. Il a complètement disparu. Mais donc, comme l'aluminium 26 était radioactif, il se comporte comme l'uranium de nos centrales nucléaires et donc dégage de la chaleur. Donc l'aluminium 26, il va chauffer notre bébé planète jusqu'à ce qu'il ait atteint environ 1000 degrés Celsius. Et lorsqu'il a atteint cette température, notre bébé planète va se mettre à fondre à l'intérieur. Les éléments qui la composent vont fondre et notre planète devient donc liquide. Les éléments les plus lourds comme le fer et le nickel vont couler au centre de la planète, tandis que les éléments les plus légers vont remonter à la surface. Et c'est comme ça que vont apparaître la croûte, le manteau et le noyau, comme sur Terre. Et tada! On a créé une planète. Cette planète, ça peut être par exemple Mercure. Et pour les autres planètes, on fait pareil, à quelques différences près. Les planètes gazeuses, par exemple, c'est un peu différent. Si ça vous intéresse, je peux faire un épisode entier sur Jupiter. Vous n'avez qu'à me le dire en commentaire, cette planète est vraiment fascinante. Donc on a une étoile, notre Soleil, on a des planètes. Et une étoile et des planètes qui lui tournent autour, ça fait un système solaire. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée un système solaire. Finalement, c'était pas si compliqué. Donc maintenant qu'on a créé un système solaire, on va voir comment il meurt. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais notre Soleil, ce n'est qu'un ado. Il est encore très jeune. Donc au cours de sa vie, il va continuer de grossir jusqu'à devenir une géante rouge. Je m'attarde pas trop sur les détails de la vie d'une étoile parce que c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Mais c'est aussi super intéressant et peut-être que j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc le Soleil, devenu une géante rouge, continue sa vie pendant encore plusieurs milliards d'années. Et au bout d'un moment, il finit, comme nous tous, par mourir, ne laissant derrière lui qu'un cadavre, une naine blanche. Et c'est là que notre système solaire sera vraiment mort, puisque nous n'aurons plus d'étoiles. Et pour la Terre alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? Il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est lorsque le Soleil deviendra une géante rouge, il sera tellement gros qu'il aura englouti Mercure et Vénus, et la Terre sera peut-être elle-même engloutie à son tour. Si la Terre échappe à cet engloutissement, elle orbitera autour d'une naine blanche. Et orbiter autour d'une naine blanche, c'est pas très intéressant pour une planète. Alors elle va chercher de nouvelles étoiles. Lorsqu'elle aura trouvé une nouvelle étoile suffisamment intéressante, elle changera de trajectoire et ira orbiter autour de cette nouvelle étoile. Si vous avez peur de vivre en direct la mort de notre Soleil, ne vous en faites pas. La Terre sera inhabitable depuis longtemps. D'ici 3 milliards d'années, le Soleil aura tellement grossi que la surface de la Terre sera complètement brûlée, comme les Vénus actuellement. Mais ça, ce n'est pas le problème le plus urgent qui attend l'humanité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donc vous n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Enfin, si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ou à m'envoyer un mail à l'adresse poussière.cosmique.yt@gmail.com. N'hésitez pas également à retrouver toutes les sources en description de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur Poussière Cosmique.